Le passage du Nord-Ouest était censé bouleverser le commerce mondial. La glace recule, alors pourquoi la plupart des navires refusent-ils encore de s'en approcher ? En 2025, la flotte marchande mondiale comptait près de 119 000 navires. Alors que le canal de Panama subit des sécheresses historiques et que le canal de Suez demeure un point stratégique mondial, la route commerciale cachée la plus célèbre reste ouverte, mais le transport maritime l'évite. Tout cela constitue une énigme arctique, mais c'est plus compliqué que vous ne le pensez. Oui, la glace disparaît, mais un nouvel obstacle, bien plus dangereux, fait son apparition. Avant d'en arriver là, il faut comprendre quelque chose sur le transport maritime mondial. Il dépend non du courage, mais de la prévisibilité. Un raccourci n'est utile que si vous pouvez le planifier, l'assurer, le doter en personnel et garantir qu'il sera toujours ouvert à l'arrivée du navire. Et c'est là que le passage du Nord-Ouest enfreint les règles du fonctionnement réel du commerce moderne. Une route maritime n'est pas seulement une ligne sur une carte, c'est un contrat avec le temps. Ports, réservations, créneaux d'amarrage, grues et camions sont organisés. Les guichets de douane ouvrent et ferment. Si vous ratez le créneau, le système n'attend pas, il continue sans vous, et les coûts s'accumulent. En septembre 2025, un cargo néerlandais, le MV Thamesburg, s'est échoué en traversant le détroit de Franklin. Une mission de sauvetage a dû être lancée rien que pour le dégager. C'est la réalité ici. Une mauvaise décision, une carte erronée, un changement de conditions. Et vous n'êtes pas simplement retardé, vous êtes gelé sur place. Les routes les plus précieuses ne sont pas les plus courtes, mais les plus stables. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, le passage du Nord-Ouest semble être un chemin direct à travers le Nord, mais en réalité c'est un réseau complexe de routes, sillonnant le groupe d'îles de l'Arctique canadien qui s'étend sur 1450 km de la baie de Baffin, à l'est jusqu'à la mer de Beaufort à l'ouest. Mais ce danger s'accompagne de récompenses. Un porte-conteneur voyageant de New York à Tokyo doit actuellement passer par le canal de Panama. Un trajet d'environ 9700 milles nautiques. Le passage du Nord-Ouest réduit ce trajet à 7000 milles nautiques, permettant ainsi de gagner du temps et d'économiser de l'argent. Réduire un voyage de 10 à 14 jours signifie consommer moins de carburant. Dans une industrie où le transport maritime vaut plus de 14 000 milliards de dollars chaque année, le passage du Nord-Ouest devrait être le bien immobilier le plus précieux de la planète. La planète. L'attrait est évident. Nous avons vu les conséquences lorsqu'un navire bloque le canal de Suez ou que le climat assèche les écluses du canal de Panama. Le monde a besoin de cette route. Pour comprendre pourquoi elle n'est toujours pas utilisée, il faut comprendre ce que cet endroit fait aux navires et ce qu'il fait au projet. Le transport maritime mondial ne s'effondre pas à cause de grandes catastrophes, mais de petites défaillances qui se propagent. Beaucoup voient le transport maritime comme une course simple. Une route plus courte permet d'arriver plus vite, mais le transport maritime vise l'efficacité, pas la rapidité. Les plus grands transporteurs ne font pas de bénéfices parce qu'un voyage est rapide. Ils en font parce que des milliers de voyages sont reproductibles. C'est ce qui rend le passage du Nord-Ouest si frustrant. Sur une carte, il ressemble à un miracle. Une route vers des livraisons plus rapides et des profits maximisés. Mais en réalité, il introduit de l'incertitude dans un système conçu pour éliminer l'incertitude. Et tant que le passage n'atteindra pas ce niveau de fiabilité, ce raccourci restera une simple théorie, avec de la glace qui y flotte. Et si vous aimez ces analyses approfondies de géographie, n'oubliez pas de vous abonner. C'est une façon de briser la glace. La quête du passage du Nord-Ouest n'a pas commencé avec la science du climat. Elle a commencé avec la cupidité et l'âge des grandes explorations. En 1497, Jean Cabot a quitté l'Angleterre, espérant trouver une route vers l'ouest pour atteindre les soies et les épices d'Asie. Il a échoué. Pendant les 3 siècles suivants, l'Arctique est devenu un cimetière pour les rêves européens. Sir Martin Frobisher est mort dans les années 1570. Lors de son premier voyage, il a accosté sur l'actuelle île de Baffin, croyant qu'il s'agissait de l'entrée du passage. Il a rapporté une cargaison d'or qui s'est avérée sans valeur, de la pyrite. Ces 2 autres tentatives ont échoué, ruinant ses bailleurs de fonds. Henry Hudson a tenté sa chance en 1610, mais il a été abandonné par son équipage en colère dans la baie qui porte aujourd'hui son nom, et il n'a jamais été revu. Aucune histoire ne montre la peur totale que suscitait la région. Comme le voyage de 1845 de Sir John Franklin, il a navigué avec 2 des navires les plus avancés de l'époque victorienne, le HMS Erebus et le HMS Terror. Ils étaient plus solides, fabriqués en fer, équipés de moteurs à vapeur et approvisionnés en nourriture pour 3 ans. Les navires ont mis le cap au nord et n'ont plus jamais été revus pendant 150 ans. Ce qui est arrivé aux 129 hommes à bord est resté un mystère. Ce n'est qu'en 2014 et 2016 que les épaves ont été découvertes au fond de l'océan.
Les preuves recueillies sur les sites funéraires de l'île Beechey révélaient une histoire terrifiante. Des navires piégés dans la glace pendant des années, un empoisonnement au plomb dû à des conserves mal fabriquées, la famine et, finalement, le cannibalisme. Le message de l'Arctique était clair. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ce n'est qu'en 1903 que l'explorateur norvégien Roald Amundsen a finalement réussi à traverser le passage. Mais même son succès a prouvé à quel point la route était difficile. Il lui a fallu 3 ans à bord d'un petit bateau de pêche appelé le Gjoa. Amundsen a dû attendre 2 hivers que la glace s'ouvre suffisamment pour permettre à sa minuscule embarcation de passer. Mais il l'a fait. Il a prouvé que la route existait. Tout au long du XXe siècle, l'intérêt pour le passage est resté limité, un endroit réservé aux brise-glaces et aux sous-marins de la guerre froide. Mais en entrant dans les années 2020, le monde a remarqué quelque chose. Le mur impénétrable commençait à s'effondrer. On pourrait croire que moins de glace facilite la navigation, mais dans l'Arctique, c'est l'inverse. Le réchauffement fait fondre la vieille glace, ce qui complique la situation. La glace épaisse et stable ne fond pas simplement. Elle se brise. Et au lieu d'une barrière prévisible, on se retrouve avec un champ mouvant de danger. Imaginez cela comme une route gelée qui se transforme en une rivière de verre brisé. La grande plaque a disparu. Mais maintenant, l'océan est rempli de morceaux qui dérivent, se heurtent et se coincent dans des chenaux étroits. Ce sont des bouchons de glace. Un jour, la route est ouverte. Le lendemain, un champ de glace brisé de 16 km peut bloquer un point d'étranglement. En 2023, les navires ont dû rebrousser chemin ou s'abriter car l'eau libre disparaissait en quelques heures. Même les satellites n'y changent rien. Des morceaux de glace flottent bas. Le brouillard peut rendre la visibilité nulle. Et il y a les humains sur la passerelle. Ce n'est pas une traversée de l'Atlantique en pilote automatique, c'est une navigation à haute intensité, une surveillance continue et des recalculs constants. Le sommeil est perturbé, le stress reste élevé, le froid rend chaque tâche plus lente et plus dangereuse. Les équipements sollicitent les capteurs, la glace s'accumule, le travail sur le pont devient risqué. La fatigue ne fait pas que ralentir les équipages, elle les rend trop confiants au pire moment. C'est pourquoi le passage du nord-ouest est si étrange. L'Arctique ne s'ouvre pas sur une autoroute, il s'ouvre sur le chaos pour naviguer à travers le passage du nord-ouest. Une entreprise ne peut pas simplement utiliser un cargo standard. Il faut des navires de classe polaire avec des coques renforcées. Ces navires sont plus coûteux à construire, plus lourds et transportent moins de marchandises. Mais ils consomment aussi plus de carburant lorsqu'ils ne sont pas en train de fendre la glace. Parce que le passage est si isolé et dangereux, les compagnies d'assurance facturaient souvent plus cher pour couvrir un seul voyage, jusqu'à 50%. Et encore, seulement si on accepte de le couvrir. Avec ces navires spécialisés, l'assurance plus chère et des vitesses réduites, les économies disparaissent vite. Distance plus courte, mais plus de dépenses. La route n'est accessible que pendant 4 mois de l'année, de juillet à octobre. Même dans ce cas, cela reste risqué. Mais les routes de Panama et de Suez, même avec leur retard, demeurent plus fiables et attractives. Et c'est là qu'une autre réalité entre en jeu. Une route ne permet d'économiser de l'argent que si l'on peut la parcourir efficacement. Mais le passage du nord-ouest impose souvent une navigation lente et des ajustements constants. Vous ne choisissez pas qu'un itinéraire, vous réduisez les dangers, créant ainsi des décisions absentes, des voies maritimes classiques. Ralentissez-vous quand la visibilité baisse. Changez-vous de cap car la glace a bougé. Continuez-vous car attendre fait perdre du temps et consomme du carburant. Chaque décision a un coût, et dans l'Arctique, il faut souvent trancher avec des informations incomplètes. C'est pourquoi le passage n'est pas une voie maritime ordinaire. Une route commerciale normale est routinière. Vous pointez la proue et vous avancez. Le passage du nord-ouest ressemble plutôt à un parcours d'obstacles, qui peut avoir des conséquences assez mortelles. Donc, même si la distance est plus courte, le transit peut devenir plus lent, plus risqué et plus coûteux. Exactement l'opposé de ce qui rend le transport maritime rentable. Mais disons que vous avez le bon navire et que vous êtes prêt à prendre le risque. Vous devez quand même faire face à l'absence totale de filets de sécurité. C'est l'un des endroits les plus isolés de la planète, et cela change tout. Il n'y a pas de port en eau profonde ici. Construit pour un porte-conteneurs de 400 mètres, les gardes-côtes disposent de quelques brise-glaces vieillissants répartis sur des millions de kilomètres carrés. Si un problème survient, vous demandez de l'aide plutôt que d'appeler le port le plus proche, mais cette aide peut mettre plusieurs jours à arriver. Si votre moteur tombe en panne ici, l'aide arrive en 72 heures, si la météo le permet. Et nous avons déjà vu à quelle vitesse les choses peuvent mal tourner. En 2018, le navire de croisière académique Iofé s'est échoué, et les secours ont quand même mis du temps à arriver, parce qu'il n'y a pas d'intervention rapide, dans un lieu aussi désert.
La navigation moderne requiert plus qu'un quai, un réel écosystème. Cartes fiables, pilotes, remorqueurs, carburant, grues, entrepôts, équipes de réparation, pièces de rechange. Le passage du Nord-Ouest ne manque pas seulement d'un de ces éléments. Il en manque la plupart sur les grandes routes. Les perturbations coûtent cher, mais elles sont gérables. Les navires peuvent dévier, se ravitailler ailleurs, changer d'équipage, décharger la cargaison. Le système encaisse le choc. Ici, le système existe à peine. Un petit problème ne reste pas petit. Une pompe cassée peut entraîner un retard de plusieurs jours. Une prévision peut vous piéger. Attendre que la glace bouge. Et construire de vraies infrastructures n'est pas seulement difficile, c'est brutal. Pergélisol, froid extrême, fenêtres de construction courtes, chaînes d'approvisionnement fragiles. Généralement, les ports se développent autour d'une économie. Mais dans l'Arctique, le port doit en créer une tout en affrontant l'environnement. C'est pourquoi le passage n'est toujours pas une autoroute, c'est juste un transit à haut risque. Les accidents y sont aussi plus graves. Dans les eaux chaudes, la lutte contre les déversements est difficile, mais possible. Dans les mers glacées, le nettoyage peut être plus lent, plus difficile, et parfois tout simplement impossible. Le risque, ce ne sont pas que les dégâts, mais aussi les gros titres, les procès, les conséquences politiques, et devenir l'actualité. Et la plupart des compagnies maritimes ne veulent pas être celles qui déversent du carburant dans l'un des environnements les plus fragiles de la planète, parce qu'elles ont essayé de prendre un raccourci. Et c'est pourquoi la véritable bataille ne concerne pas seulement la glace, mais aussi la possibilité de créer un écosystème ici, tout simplement. Le manque d'aide viable est la raison pour laquelle la route maritime du nord de la Russie connaît actuellement beaucoup plus de trafic. La Russie a investi des milliards dans une flotte de brise-glace nucléaire et des ports arctiques. Le Canada, en comparaison, a passé des décennies à considérer le Nord comme une région sauvage qu'il faut protéger. La Russie a construit une autoroute, le Canada a construit une clôture. Mais même si le Canada construisait des ports demain, même si les brise-glaces se multipliaient du jour au lendemain, un problème continuerait de geler la route. À la place, la loi. Le plus grand obstacle au passage du Nord-Ouest, ce n'est pas la glace, ni l'argent, c'est la propriété. À qui appartient le Nord ? Le Canada dit que c'est lui. Les États-Unis disent que personne ne le possède encore. Et le débat se résume à 4 mots. Aux intérieurs, contre détroit international. Le Canada affirme que le passage est constitué d'eau intérieure, ce qui signifie qu'il en a le contrôle total. Les États-Unis disent que c'est un détroit international, ce qui signifie que personne ne le contrôle. Ce désaccord n'est pas théorique. Cela détermine si un navire peut être arrêté, inspecté, facturé, ou même se voir refuser complètement le passage. Lorsque la propriété est contestée, les opérateurs appliquent les règles les plus strictes possibles. Plus de rapports, plus de conformité, plus de risques, et en cas de problème, plus de responsabilités juridiques. Les compagnies maritimes peuvent contourner le danger, mais elles ne peuvent pas contourner une autorité floue. C'est pourquoi, en 2025, seuls 13 navires ont effectué des traversées complètes du passage du Nord-Ouest, tandis que la route arctique de la Russie en a vu plus de 100. Washington soutient que le passage du Nord-Ouest est un détroit international, une route reliant 2 océans ouverts, qui doit permettre le libre passage à toutes les nations. Cela inclut navires de guerre et sous-marins, tant qu'ils traversent sans arrêt, selon les États-Unis. La vraie crainte n'est pas le Canada, mais celle du précédent. Si un pays transforme un raccourci mondial en route réglementée, cela offre un nouveau modèle pour le transport maritime de chaque voie navigable contestée. Cela signifie de l'incertitude, et l'incertitude devient un coût, ce qui tue le raccourci. Le transport maritime tolère le danger avec des règles instables. Mais quand glace et lois sont imprévisibles, le risque double. L'incertitude juridique s'ajoute au problème de la glace. Malgré les différends territoriaux et de droits entre gouvernements, les réalités du passage du Nord-Ouest demeurent. Même si l'Arctique devient plus accessible, il ne sera pas tout de suite exploitable. Parce qu'une eau libre n'est pas la même chose qu'une eau sûre, et une eau sûre n'est pas la même chose qu'une eau rentable. Le passage du Nord-Ouest doit devenir fiable, desservi, capable de sauvetage et juridiquement prévisible avant de devenir normal. Mais il y a un autre facteur qui ne se soucie ni des cartes de glace, ni des bases juridiques, la cargaison à l'intérieur des conteneurs. Les compagnies maritimes ne transportent pas seulement des boîtes, elles déplacent l'argent des autres, et ce sont les clients qui décident quelles routes sont acceptables. Certaines cargaisons sont résistantes, un retard de livraison est gênant, d'autres sont fragiles. Un retard de livraison les rend sans valeur, et certaines sont stratégiques. Si elles arrivent en retard, les usines s'arrêtent, les contrats sont rompus, et les coûts explosent bien au-delà du tarif de fret. Ainsi, les routes les plus fréquentées ne relèvent pas seulement de la géographie, mais sont aussi fiables, routinières et répétables.
Le passage du nord-ouest exige un risque aussi bien des navires que des propriétaires de cargaison, qui le refusent souvent. Cela en fait un marché de niche. Des navires capables de naviguer dans l'Arctique, des missions spéciales, du tourisme, de la recherche et des cargaisons pouvant supporter des retards. Ce n'est pas vraiment une autoroute maritime mondiale. Pour l'instant, le passage du nord-ouest ressemble encore à une expédition qui réussit parfois. Navigable, oui. Fiable, pas encore. Mais malgré tout cela, il y a une autre voie qui devient impossible à ignorer. Les Inuits. L'Arctique canadien n'est pas vide. Pour environ 65 000 Inuits dans le nord du Canada, ce n'est pas un raccourci, c'est chez eux, et une route qu'ils utilisent depuis des milliers d'années. La politique arctique 2024 du Canada a été élaborée sous la direction des Inuits, reliant le contrôle aux droits autochtones. Les groupes Inuits veulent des règles environnementales strictes, la protection des terrains de chasse et de la faune, ainsi qu'une part des bénéfices du transport maritime d'ici 2026. Ils ne font pas que regarder. Ce sont les gardiens, observant leur monde fondre et décidant de ce qui peut y passer. Lorsque les navires traversent l'Arctique, ils brûlent du fioul lourd. Cela libère du carbone noir, essentiellement de la suie. Dans la plupart des régions du monde, cela s'évacue plus ou moins. Mais dans l'Arctique, cela retombe sur la neige et la glace. Cela fait fondre la glace encore plus vite, créant un cycle dangereux. Plus de navires produisent plus de suie, réduisant la glace et attirant encore plus de navires. Le plan arctique du Canada impose parmi les règles les plus strictes pour protéger la nature. Il souhaite bannir les carburants lourds et imposer des règles polaires strictes aux navires. Cela signifie que la navigation dans l'Arctique impliquera une conformité supplémentaire, des restrictions supplémentaires sur les carburants, des inspections supplémentaires et des risques supplémentaires. Cela rend la route encore moins attrayante pour les entreprises transportant la cargaison mondiale avec de très faibles marges. Si le Canada fixe les règles environnementales du Nord, il détermine aussi celles du commerce mondial futur. Certains scientifiques pensent qu'en 2040, l'Arctique pourrait connaître son premier été sans aucune glace. Le passage du Nord-Ouest sera grand ouvert, et lorsque cela arrivera, le passage du Nord-Ouest apparaîtra comme le raccourci ultime. Une voie navigable bleue là où il y avait autrefois de la glace, une nouvelle ligne au sommet du monde. Mais la vraie question ne sera pas « Est-ce ouvert ?» La question est « Peut-elle fonctionner comme une route maritime classique ?» Parce que les principales voies maritimes ne sont pas créées par une bonne année, mais par des décennies de fiabilité, d'infrastructures et de confiance. Une véritable route mondiale a besoin de services réguliers, d'un soutien fiable, d'une application stable des règles et d'un écosystème capable de réagir rapidement en cas de problème. Si ces éléments se développent dans l'Arctique au fil du temps, le passage pourrait évoluer, d'abord comme un corridor saisonnier, puis comme une option commerciale spécialisée, et peut-être un jour comme une voie majeure. Mais ce changement ne se produira pas simplement parce que la glace a disparu. D'ici là, le passage du Nord-Ouest restera ce qu'il a toujours été. Un raccourci qui semble parfait sur une carte et qui se comporte comme un piège dès que vous essayez de l'emprunter. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour voir plus de contenu similaire, abonnez-vous et activez les notifications. Cela aide vraiment. Merci encore et je vous retrouve la prochaine fois sur ma PAC.